Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Vers la fin du déficit d'eau potable dans plusieurs villes à l'intérieur du pays, des unités de traitement en installation. À Tengrela, les travaux avancent. Le ministre Laurent Tchagba était dans la localité. Ce dispositif permettra de fournir 4000 m3 d'eau par jour contre 850 auparavant. L'eau source de vie, mais parfois les fortes pluies font des dégâts. C'est le cas à Niama où des dizaines de personnes ont perdu la vie il y a quelques jours. Plusieurs autres victimes enregistrées dans la commune. Après le soutien du gouvernement, l'ambassadeur du Mali, aux côtés des familles sinistrées, le diplomate a fait don à ces populations. Et puis le processus électoral en cours en Côte d'Ivoire, le Japon et la CEI ensemble pour réussir la présidentielle d'octobre. Ils ont signé des accords portant sur 1 milliard de francs CFA, un montant qui va servir entre autres à doter le pays d'entrepôts pour le matériel électoral. Abidjan va enregistrer des pluies modérées ou fortes, parfois orageuses. Les populations sont donc invitées à limiter les déplacements. Il faut être attentif au message de la météo. Et justement, nous sommes en direct de la Sodexam avec Gabriel Zani. Bonjour. Dites-nous, quelles sont les prévisions aujourd'hui, Zani? Bonjour, Kolo. Inondation, écoulement, risque d'éboulement. Nous sommes de plein fouet dans la saison des pluies, une saison des pluies qui a débuté depuis fin mars et qui va se tendre jusqu'au mois de juillet, sur 4 mois. Alors, le mois de juin est la période de pic de cette saison pluvieuse et nous sommes à la Sodexam, dans la salle des prévisions. Nous sommes en compagnie de M. Eclo Ferdinand, il est le chef de service des prévisions. Alors, depuis ce matin, nous constatons des pluies modérées qui tombent sur le district d'Abidjan. Est-ce que cette observation-là va-t-elle continuer ou moins la pluie va évoluer selon les heures? Depuis ce matin, très tôt, nous avons commencé à recevoir des pluies au niveau du district d'Abidjan. Il n'y a pas que le district d'Abidjan qui est concerné par ces précipitations. Nous avons des pluies sur presque tout le littoral ivoirien. Et ces pluies modérées vont demeurer jusqu'à dans la soirée. Mais pour certains endroits, le constat pourra être tout autre. On peut avoir des pluies fortes en ces moments-là, même dans cette journée. Alors, dans certains endroits, on peut avoir des pluies fortes. Est-ce que les prévisions pour cette semaine s'annoncent-elles favorables ou non? Ce qu'il faut retenir, nous sommes en saison des pluies. Et en saison des pluies, nous pouvons avoir des précipitations importantes. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas encore sortis de notre saison des pluies. Donc, on peut s'attendre à de fortes précipitations durant cette semaine. Alors, de fortes pluies par moment, c'est ce que vous avez dit. Oui. Alors, quels conseils éventuels pouvez-vous donner aux populations pour vraiment limiter les dégâts de cette saison des pluies? Ce qu'on peut demander à nos populations en ce moment, c'est de suivre les informations qui leur sont diffusées par le gouvernement. Donc, nous avons des spots publicitaires qui passent, qui nous donnent des informations et surtout les mesures à suivre pour éviter de se faire emporter par les eaux. Et il est important pour nos populations de libérer les zones à risque. Parce qu'une fois que vous habitez vers un flanc de colline, vous êtes dans une zone à risque parce qu'en ce moment, le sol est saturé. Il ne peut plus retenir correctement l'eau et va suivre les glissements de terrain. Donc nous recommandons à nos populations de libérer les zones à risque et aussi d'éviter de jeter des ordures dans les caniveaux, parce qu'une fois que le caniveau est bouché, l'eau va utiliser n'importe quel chemin. Alors, donc, merci bien, Monsieur Eclo Ferdinand. Nous sommes donc à la salle de prévision de la Sodexam. Vous avez entendu ces conseils d'usage. Ajoutez à cela, il faut avoir les vraies informations pour éviter les zones à risque et limiter ainsi les dégâts de la saison des pluies. Merci à vous, Gabriel Zani, en direct de la Sodexam dans la zone aéroportuaire. On va d'ailleurs vous retrouver au cours de ce journal du côté, cette fois, du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Gabriel Zani qui nous fera le point des interventions avec ces hommes qui sauvent des vies. On les avait effectivement vus à l'œuvre lors de la coulée de Boudaniama il y a quelques jours. Ces événements ont causé la mort d'une dizaine de personnes et des blessés. Les actions de solidarité s'enchaînent pour venir en aide aux victimes. On va le voir avec Jean-Marc Djadji. L'ambassadeur du Mali a fait don aux familles sinistrées.
L'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire offre des vivres, des non-vivres et apporte un soutien financier aux sinistrés de l'éboulement d'Anyama, survenu le jeudi 18 juin 2020 suite à une pluie torrentielle. À la paroisse Notre-Dame d'Anyama, son Excellence Ousmane Ag Rissa s'est imprégné des réalités des sinistrés. Après des échanges conviviaux avec le diplomate, les victimes expriment leur gratitude. C'est une visite de réconfort qui nous soutient dans ce que nous faisons pour soulager un tant soit peu les souffrances de nos frères les sinistrés. Accueilli par les autorités administratives d'Anyama, l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire exprime à travers ce geste la solidarité du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta et du peuple malien à la Côte d'Ivoire, ainsi qu'aux 733 familles victimes de ce glissement de terrain. Le premier magistrat de la commune se dit satisfait. Je veux profiter par la même occasion de dire merci à son Excellence et au peuple malien des relations fraternelles entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ces relations se renforcent. Et aujourd'hui, nous avons reçu beaucoup de dons. Le sinistre qui a frappé à Nyama a frappé toute la Côte d'Ivoire, mais aussi a frappé tout le Mali. Parce que le Mali et la Côte d'Ivoire sont un même peuple, liés par l'histoire, la géographie, la culture. Tout nous unit. Donc quand quelque chose arrive en Côte d'Ivoire, ça arrive au Mali. L'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire invite les populations et la communauté malienne vivant dans le district d'Abidjan à quitter les zones à risque en cette grande saison des pluies. Je vous emmène dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Tengrela. Bientôt la fin du calvaire des populations. Il n'y aura plus de problème d'eau potable dans la localité. Les travaux d'installation de l'unité de traitement sont en cours. C'est la réponse du gouvernement pour combler le déficit d'eau potable. De Tengrela, la correspondance d'Ami Sissoko. Avec une population de plus de 47 000 habitants, le besoin en eau potable de Tengrela est estimé à environ 2400 m3 d'eau par jour. Mais la station de traitement d'eau actuelle ne produit que 850 m3 d'eau, soit un déficit de près de 65%. La solution urgente du gouvernement, l'installation de 2 unités préfabriquées de traitement d'eau potable, appelées unités compactes d'agrément UCD. Là, c'est des unités qui sont préfabriquées, qui ont juste besoin d'être montées, connectées au réseau électrique pour faire fonctionner. Et à partir de là, de façon très rapide, donc en 3 à 4 mois, on règle le problème et on a de l'eau potable. On prendra donc l'eau dans le barrage. Dès la fin du mois d'août, ces 2 unités produiront 4000 m3 d'eau par jour, qui viendront s'ajouter aux 850 de l'ancienne station. Ainsi, la production d'eau potable journalière de Tengrela passe à 4850 m3 d'eau, ce qui permet de combler largement les besoins de la ville et ses environs en eau potable. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a pu apprécier l'état d'avancement des travaux de ces UCD, dont le maître d'œuvre est l'Office national de l'eau potable. Il avait à ses côtés les ministres Bruno Nabagno-Koné et Maria Tokone, des cadres de la région de la Bagoué. Le président de la République et le Premier ministre ne cessent de nous donner les instructions afin qu'aucune région, aucun hameau de la Côte d'Ivoire, aussi petit soit-il, ne soit laissé de côté en matière d'eau potable. Coût des travaux de ces 2 unités préfabriquées de traitement d'eau potable à Tengrela, 1,222 milliard de francs CFA. Prochaine étape, Bundiali. Et l'actualité, c'est aussi le processus électoral qui est en cours. La révision du listing se poursuit. Le gouvernement japonais renouvelle son soutien à la Côte d'Ivoire. La CEI et le Japon signent des accords, environ 1 milliard de francs CFA, ce qui va permettre de doter le pays d'entrepôts pour le stockage du matériel électoral. Des détails avec Patricia Omouetia. Double signature de convention de financement du projet d'appui électoral, environ 1 milliard de francs CFA. C'est un don du Japon à la Commission électorale indépendante. Le but est de renforcer les capacités de la CEI pour maîtriser les élections dans la transparence, avec la construction de plusieurs entrepôts sur toute l'étendue du territoire national pour stocker le matériel électoral. Tout le monde sait que nous sommes aujourd'hui en train d'aller vers
une professionnalisation de la matière électorale à travers du matériel, mais à travers également ses ressources humaines. Si une chose est de donner du matériel à la commission, il faudrait bien qu'il y ait des personnes pour utiliser à bon escient ce matériel, mais des personnes bien formées. Le projet financé par le gouvernement du Japon en collaboration avec le PNUD a été conçu pour la réalisation d'élections équitables et apaisées. Qu'environ 2000 agents électoraux seront formés. 82 départements seront équipés de conteneurs à 40 pieds qui serviront d'entrepôts sécurisés. L'entraînement des agents de sécurité pour s'assurer des élections apaisées et sans violence. Cet important projet, qui est le cadre général de l'assistance électorale des Nations Unies en Côte d'Ivoire, vise à renforcer le dialogue et la prévention des conflits électoraux, l'information, la sensibilisation, la communication, le renforcement des capacités des acteurs électoraux et la mobilisation des ressources indispensables pour atteindre ces résultats. Toujours selon l'ambassadeur du Japon, ce projet de financement arrive à une étape cruciale du processus électoral où les Ivoiriens et Ivoiriennes se rendent dans les centres d'enrôlement pour se faire inscrire sur la liste électorale. Et le processus électoral actuel, tout comme les autres projets du gouvernement, ont un coût. Il faut alors mobiliser les ressources pour le développement. C'est d'ailleurs pour cela que le ministre en charge du budget était à la direction du domaine de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre. Moussa Sanogo s'assure du bon fonctionnement de ce département des impôts. Le reportage de Francis Boifo. C'est une visite surprise que le ministre chargé du budget du portefeuille de l'État a effectué à la direction du domaine, de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre au plateau. Quand on annonce l'arrivée du ministre, du directeur général, on prend toutes les belles dispositions. J'aurais souhaité savoir comment est-ce que dans la réalité, est-ce que les gens travaillent. Et puis, dans ces temps très pluvieux, voir si quand même l'administration continue de fonctionner. Parce que c'est assez important que nous puissions continuer nos activités pour la bonne marche du pays. Le constat est plutôt positif. Les agents étaient à leur poste, qu'ils s'acquittaient de leurs tâches et surtout qu'il y avait une belle organisation. Moussa Sanogo s'est fait expliquer le fonctionnement des différents services, surtout le mécanisme de conservation des données physiques en numérique, encore appelé la scannérisation des livres fonciers. Dans cette salle sont sauvegardés les droits immobiliers des particuliers et des personnes morales datant de 1907. La sécurité foncière dans une économie moderne est quelque chose de très important. Vous savez, beaucoup de sûretés sont des sûretés réelles, c'est-à-dire les garanties qu'on apporte à une banque pour pouvoir être financé. Et le financement permet de créer des activités et de créer des emplois en bout de chaîne. Alors donc si le travail est bien fait en amont, si les titres de propriété qui sont délivrés sont certains, ça facilite donc le financement et le progrès social. Et donc c'est pour cela que nous souhaitons que nos agents puissent continuer de faire leur travail avec la plus grande rigueur, la plus grande attention. Travailler avec rigueur et professionnalisme tout en respectant les mesures barrières de lutte contre la Covid-19, insiste le ministre chargé du budget du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Je vous donne à présent ce chiffre et tenez-vous bien. La Côte d'Ivoire enregistre chaque année plus de 12 000 accidents mortels de la circulation. Dans l'attribution du permis de conduire, plus rien ne sera comme avant. Le gouvernement renforce le dispositif. La question est au cœur des réflexions. Tous les acteurs appelés à suivre les nouvelles orientations. Une réforme dont nous parle Mamadou Kwasi. Les routes ivoiriennes en deuil chaque année des milliers de familles. Des accidents de la circulation causés par des personnes mal formées ou encore à l'imprudence. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère des Transports, veut mettre de l'ordre dans la procédure d'acquisition du permis de conduire. Un atelier pour faire la relecture de l'arrêté de 1987. Il s'agit pour ces acteurs du transport de faire des propositions dans la formation et dans l'acquisition du permis de conduire. Nous avons fait une première réforme qui a permis d'avoir les centres de gestion intégrés qui aujourd'hui, en termes de process, ont permis quand même de stabiliser, d'avoir des délais bien améliorés. Mais il reste ce pan-là que l'apprenant va dans l'auto-école, comment on va le suivre, pour être sûr qu'il a été bien formé,
Le processus d'édition du permis de conduire serait également pris en compte dans ces réformes établies. C'est ensemble que nous allons donc relever tous ces défis-là, mais le plus important, c'est vraiment la traçabilité, c'est vraiment l'application des textes. Le directeur de cabinet du ministère des Transports se félicite de l'engagement des responsables des auto-écoles à souffrir cette réforme. Il a insisté sur la modernisation et la professionnalisation du secteur qui passe selon lui par des réformes profondes. Il faudrait que vous essayiez de vous mettre à la place de ces familles qui ont perdu des parents. Le permis de conduire, je me plais à le dire, n'est pas un droit. Le permis de conduire est un privilège. Et c'est vous, dans le cadre réglementaire qui est pourvu par l'État, qui avez la charge de nous dire qui est éligible à l'exercice de ce privilège. Ces réformes prendront en compte l'assainissement du secteur des auto-écoles ainsi que l'uniformisation du coût et des modules de formation. Place à présent à la lutte contre la Covid-19. La pandémie reste toujours active dans le pays. Les populations appelées au respect des mesures de prévention. La Côte d'Ivoire continue la lutte contre la Covid-19. Il faut respecter les gestes barrières afin de freiner la propagation de la maladie. Le pays a enregistré hier dimanche 157 nouveaux cas de contamination et 86 nouvelles personnes guéries. Le directeur général de la Santé fait le point. Point de la situation de la Covid-19 au 28 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 28 juin 2020, 157 nouveaux cas de Covid-19 sur 624 échantillons prélevés, soit 25% de cas positifs, 86 guéris et 0 décès. À la date du 28 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 9101 cas confirmés, dont 3808 personnes guéries, 66 décès et 5227 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 52 885. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port de masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité, car pour stopper la transmission du virus, nous devons tous être disciplinés et responsables. Demeurons prudents et vigilants, car nous pouvons tous être contaminés. Si vous toussez avec de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Je vous donne aussi des chiffres de la pandémie dans quelques pays africains. D'abord au Mali, il y a 2147 cas confirmés et 114 décès, 956 cas confirmés et 53 décès. Au Burkina Faso, au Ghana, on compte 16 742 cas confirmés, 112 décès. Au Nigeria, c'est 24 567 cas confirmés, 565 décès. Et puis en Afrique du Sud, 138 134 cas confirmés, 2456 décès. Dans le monde, il y a 10 117 326 cas confirmés et 501 281 décès. Et comme on le voit, la pandémie n'est pas terminée. Tout le monde est concerné par la Covid-19. Jeunes et personnes âgées
chacun peut être contaminé. Il faut donc respecter les gestes barrières. Les autorités sanitaires exhortent les populations à la vigilance. Des détails du point presse quotidien du gouvernement avec Alexis Ouedraogo. À ce jour en Côte d'Ivoire, les jeunes et les enfants présentent de plus en plus les formes compliquées de la Covid-19. Contrairement à ce qu'on pensait au début, les enfants, les jeunes ou les personnes sans antécédents particuliers ne sont pas sans risque de développer les formes compliquées ou de mourir de Covid-19. La prudence et la vigilance sont valables pour tous. Le respect des mesures barrières reste la meilleure prévention face à cette maladie qui semble insensible à l'immunité. Les scientifiques ne nous confirment pas qu'une fois entré en contact avec ce virus, on est immunisé. Donc ça veut dire qu'à l'état actuel, celui qui a fait la maladie peut refaire. Sur le plan sécuritaire, l'indiscipline reste le talon d'Achille de la lutte. La police durcit ses interventions sur le terrain. Aujourd'hui encore, nous tenons à insister sur l'observation stricte des mesures sécuritaires barrières en vigueur au niveau des points d'isolement du Grand Abidjan, dans le milieu des transports, des surfaces commerciales, des lieux de culte et autres établissements recevant du public. Par ailleurs, des maquis et restaurants à l'intérieur desquels un local est aménagé sous forme de bar ont été fermés dans la zone de Cocody. Des appareils de sonorisation, des téléviseurs, ainsi que plusieurs bouteilles de boissons alcoolisées et non alcoolisées ont été saisies. Au niveau des points de contrôle de sortie du Grand Abidjan, pour la seule journée d'hier, ce sont un peu plus de 23 véhicules et quelques 334 personnes qui ont été interpellées sans autorisation de sortie. Et sur le terrain, la lutte contre la Covid-19 continue. L'État de Côte d'Ivoire apporte son soutien aux maires des communes du Grand Abidjan. Ces élus locaux reçoivent des masques pour leur population. Le président de l'Union des villes et communes, Dan Paulin, exhorte à redoubler d'efforts dans la sensibilisation. Moussa Konaté. Les maires de Côte d'Ivoire sont engagés dans le combat contre la pandémie de Covid-19, dont des kits de lavage des mains, des infections, des marchés et bien d'autres actions de protection sont à l'actif de ces élus locaux. Ils bénéficient donc du soutien de l'État. Ceux du Grand Abidjan, épicentre de la pandémie, reçoivent des lots de cache-nez. La seule manière de combattre ce virus, c'est vraiment le port des masques et le respect des mesures barrières. Le virus, il est réel, il se vit, il continue de faire beaucoup de victimes autour de nous. Il faudrait que les populations soient plus disciplinées. Nous allons faire bon usage et vraiment que ce virus-là soit bouté hors du monde entier, et notamment de la Côte d'Ivoire. On vient de recevoir encore 90 000 marques de la part du gouvernement. Le message est passé. Il va maintenant au maire de faire encore la sensibilisation comme on a déjà commencé. Parce que nous-mêmes, on est concernés. Ce sont nos administrés. Il faut que vraiment nous, on les surveille très bien. Près de 5 millions de masques avaient été remis au maire du Grand Abidjan. Pour cette deuxième phase, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a opté pour des cache-nez réutilisables. Après la sensibilisation, après les gels hydroalcooliques, aujourd'hui, le gouvernement a mis à notre disposition pour l'ensemble de nos concitoyens des masques réutilisables. Alors nous pensons que cette seconde phase vient à point nommé, aujourd'hui plus que jamais, où nous devons redoubler de vigilance face à la progression inquiétante de la maladie et de la contamination dans le Grand Abidjan. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire exhorte les maires à poursuivre les actions de sensibilisation et invite les populations à observer les gestes barrières. Et la lutte contre la Covid-19 se poursuit aussi à l'intérieur du pays. Avec Astou Touré, prenons des échos de Boisflé. Les initiatives se multiplient dans la ville, des séances de sensibilisation pour appeler les populations au respect des mesures de prévention. Accompagné des femmes, Serge Anissebrou, fils de la région de la Maraoué, sensibilise. Il a visité marchés et écoles pour inciter les populations à se faire enrôler sur la liste électorale, à promouvoir la cohésion sociale et surtout le respect des mesures barrières. Pour éviter cette maladie, on nous demande et on vous demande de laver correctement votre main avec l'eau et au savon. Pour joindre l'acte à la parole, seaux, gants, papier hygiénique et savon ont été offerts au préfet de région pour continuer la sensibilisation. Nous sommes en face d'une épidémie, d'une pandémie que personne ne sous-estime. C'est la vie des populations qui est en jeu.
Et donc, pour nous, c'est vraiment un geste salutaire. En plus des marchés, d'autres lieux de commerce ont été visités pour intensifier la sensibilisation en vue de se faire enrôler sur la liste électorale. Parlons aussi de cohésion sociale. Les veuves prient pour la paix dans le pays, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des veuves. Les Nations Unies ont proclamé le 23 juin de chaque année pour que la communauté apporte de l'attention à ces personnes. Mamadou Kwasi. Chants, danse et prières. Voici l'essentiel de la rencontre entre ces veuves, membres de l'ONG Petrarok, venues de toute la commune du district d'Abidjan et de ses environs. À l'initiative de leur présidente nationale, elles sont venues apporter par la prière leur pierre à la construction de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous, les veuves, quand les veuves prient là, Dieu l'Éternel des armées entend les cris de veuves. C'est pourquoi nous sommes venus prier pour que Dieu descende la paix sur nos pays. Impliquer les veuves dans la recherche de la paix dans une nation, une volonté divine que la présidente nationale Esther P. Taou a bien voulu mettre en pratique en conviant ses présidentes des sections à cette journée de prière. Dieu a dit qu'il est le mari de la veuve et le père de l'orphelin. Et je pense que les cris de ces veuves et de ces orphelins auront aussi un impact sur ce pays, la Côte d'Ivoire. En marge des prières, les participantes qui ont reçu chacune des présents ont été conviées à un repas. Notons que cette journée de prière en faveur de la paix en Côte d'Ivoire s'est faite dans le cadre de la 11e journée internationale de la veuve. Revenons sur ces inondations à Abidjan. Prudence et vigilance. Les fortes pluies continuent avec les dégâts qui vont avec. On retrouve Gabriel Zani. Vous êtes cette fois au groupement des sapeurs-pompiers militaires. On le sait, ils sont très sollicités ces derniers jours. Quel est le point de la situation? Bonjour Kolo. Des quartiers du district d'Abidjan sont touchés par cette vague de pluie diluvienne, alors qu'ils s'abattent depuis sur des zones bien précises. Les sapeurs-pompiers sont au fond à l'effet de préserver des vies, mais aussi et surtout de préserver les biens des populations. Je me trouve ici à la caserne de l'Indénié avec le colonel Karamoko. Il est commandant en second du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Alors, mon colonel, depuis le début de vos interventions, le week-end, quelles ont été vraiment les actions que vous avez posées? Bonjour madame. Concernant les inondations, il faut dire que nous avons commencé depuis le 13 juin sur le terrain, mais pour ce week-end a été calme pour nous. Il n'y a pas eu d'intervention de notre part pour inondation ce week-end. Mais nous étions en alerte. Alors vous êtes toujours en alerte puisque la météo annonce des pluies modérées et fortes par endroits. Alors quelles sont vos futures interventions ou encore quelles sont vos actions à venir pour essayer vraiment de limiter les dégâts de ces pluies diluviennes? Nos actions, c'est des actions d'anticipation. Pour ce faire, nous ne sommes pas seuls. Le chef d'état-major général des armées a mis en alerte toutes les troupes militaires ainsi que la gendarmerie qui peut venir à notre secours avec tous les moyens disponibles. Tout le monde est en alerte pour ouvrir la voie aux pompiers pour qu'ils passent rapidement, pour sécuriser les biens des personnes. Nous sommes tous mobilisés, militaires, gendarmes, marins et pompiers, tous ensemble pour pouvoir faire front aux inondations. Alors vous êtes sur le front pour vraiment limiter les dégâts de ces inondations. Depuis le début, il y a eu des bilans qui ont été annoncés. Est-ce que ces bilans ont-ils évolué? Oui, effectivement, comme je le dis, les bilans ont évolué. J'ai dit que ce week-end, on n'a pas eu à intervenir. Mais j'ai pu vous dire que depuis le 25 où on était à Niamey qui a retenu l'attention de tout le monde, les bilans ont évolué. Donc au jour d'aujourd'hui, depuis le 25 juin, nous avons fait 19 interventions au total, avec 44 personnes mises en sécurité et 3 personnes décédées à notre niveau selon nos bilans et une personne qui a été évacuée par nos soins. Donc au total, je dis 19 interventions, 44 personnes mises en sécurité, 3 personnes décédées malheureusement et une personne évacuée. Alors dans ces conditions, il n'est pas de toujours rappeler les conseils d'usage. Alors quels sont éventuellement les conseils ou encore les recommandations que vous pouvez donner à l'endroit des populations? À l'endroit des populations, nous disons qu'il faut quitter les zones à risque qui ont été identifiées et les sensibilisations ont été faites.
pour préserver les vies, il faut que les populations respectent les consignes qui ont été données. C'est de quitter les zones à risque. Aussi, il y a des caniveaux qui ont été installés ici et là. Malheureusement, ces caniveaux, c'est autre chose qu'on retrouve là-dedans. Donc quand ces caniveaux sont bouchés, l'eau cherche sa route ailleurs. Et donc ça fait que les maisons sont inondées malheureusement. Et aussi, il y a des ouvrages. Il y a des ouvrages qui sont à ciel ouvert. Il faut faire très attention. Lorsque c'est rempli, il ne faudrait pas que les gens s'entêtent à traverser les zones qui sont inondées. Sinon, malheureusement, on retrouve des gens dans les égouts, malheureusement. Donc il faut rester chez soi. Quand il pleut, quand on dit qu'une zone est inondée, il ne faut pas s'entêter à pouvoir traverser, soit par voiture, soit à pied. Alors merci bien, colonel Karamoko. Alors donc voilà, Kolo, les mêmes conseils d'usage ont été répétés ici par le colonel à l'endroit des populations qui doivent quitter impérativement les zones à risque pour sauver leur vie. Merci Gabriel Zani pour le point dans ce journal. La RTI suit tous ces événements pour vous. Autre fait d'actualité, c'est une page noire. Une figure de la culture nous quitte. Lance Touré n'est plus l'acteur, comédien, scénariste ivoirien décédé dans la nuit du dimanche. L'homme est bien connu pour notamment son rôle dans la série Sida dans la Cité. Il incarnait le rôle de l'acteur principal. Serapo clap de fin sur une vie de 65 ans. Dans le reste de l'actualité, un mot de football pour terminer. Le Lillois Victor Osimhen remporte l'édition 2020 du prix Marc-Vivien Foé. À 21 ans, l'attaquant nigérien succède à l'Ivoirien Nicolas Pepe. Il devient le plus jeune vainqueur de ce vote, désignant le meilleur joueur africain du championnat français. L'attaquant est l'auteur de 13 buts, 4 passes décisives en 27 matchs de Ligue 1. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez attentifs au message de la météo. Prenez soin de vous. Dieu voulant, on se retrouve demain.